Gengis Khan, rien que le nom, ça fait penser à des hordes de barbares, à des villes en feu, non? Mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? On va essayer de démêler un peu tout ça, de décortiquer le mythe autour de l'une des figures les plus complexes, on va dire, de toute l'histoire. L'histoire de Gengis Khan, c'est vraiment un paradoxe. C'est ça qui est fascinant. Comment est-ce qu'un seul et même homme peut être à la fois ce conquérant ultra-violent, responsable de la mort de millions de personnes, et en même temps, le fondateur du plus grand empire terrestre que le monde ait jamais connu? Alors, pour bien comprendre le conquérant, il faut d'abord revenir en arrière et rencontrer le garçon qu'il était. Son nom, à l'époque, c'était Temujin. Sa jeunesse, c'est une lutte constante, une véritable lutte pour la survie. Imaginez un peu, son père est empoisonné et juste après, sa famille est complètement abandonnée par sa propre tribu. Il se retrouve à vivre de rien, dans la misère la plus totale. C'est cette période-là, cette humiliation, cette pauvreté, qui va forger chez lui une volonté d'acier et lui donner une vision complètement nouvelle pour les peuples de la steppe, qui à l'époque étaient tout le temps en guerre les uns contre les autres. Et puis on arrive en 1206. Lors d'une immense assemblée, un Kurultaï, il est proclamé Gengis Khan, ce qui veut dire souverain universel. Et attention, ce n'est pas juste un changement de nom, c'est bien plus que ça. C'est tout simplement l'acte de naissance de l'Empire mongol. Une nouvelle superpuissance vient d'apparaître sur la carte. On pense souvent à lui comme un génie militaire. Et il l'était. Mais son vrai coup de génie, c'était peut-être pas sur le champ de bataille. C'était plutôt dans sa façon de réorganiser complètement la société. Ce qu'il fait est radical. Il fait exploser l'ancien système tribal, celui qui était la cause de toutes les guerres internes. Fini. Il brise les anciennes loyautés. Il mélange tout le monde. L'idée, c'est de créer un État militaire unifié où on progresse au mérite, pas par la naissance. À partir de ce moment-là, la loyauté ne va plus au clan, elle va au Khan et à l'Empire. Point final. Et pour que tout ça tienne debout, il met en place le Yasa. C'est un code de loi unifié pour tout l'Empire. Et ce code, il touche à tout. La discipline militaire, le vol, l'adultère, même l'enlèvement de femmes y est interdit. Ça amène un ordre et une stabilité que personne n'avait jamais vu dans la région. D'ailleurs, ce code servira de base pour tous ses successeurs. Mais voilà, cette nouvelle nation, si bien organisée, si unifiée, elle a été construite pour une raison bien précise, l'expansion, la conquête. Et ces armées vont littéralement déferler sur toute l'Asie, du nord de la Chine jusqu'à ce qui est aujourd'hui l'Iran. En quelques années, la carte du monde est complètement redessinée dans le sang. L'invasion de l'Empire khwarezmien, par exemple, elle est déclenchée par un événement précis. Un gouverneur local fait exécuter une caravane de marchands mongols. Pour Gengis Khan, c'est un affront direct, une véritable déclaration de guerre. La réponse sera terrible. Le résultat de tout ça, c'est tout simplement le plus grand empire terrestre d'un seul tenant de toute l'histoire. À son apogée, sous son petit-fils Kubilai Khan, on parle de plus de 23 millions de kilomètres carrés. Pour donner une idée, c'est presque 4 fois la taille de l'Empire romain à son maximum. C'est gigantesque. Évidemment, cette expansion a eu un coût humain absolument terrifiant. On estime par exemple que dans la seule région du Khorasan, plus d'1 million de personnes ont été massacrées. Ce chiffre, il donne le vertige et il illustre bien la brutalité inouïe de ces conquêtes. Alors, la question se pose, comment on fait pour réconcilier les deux facettes du personnage, le bâtisseur de nations d'un côté et le conquérant impitoyable de l'autre? Toute la réponse, en fait, se trouve dans son héritage, qui est extrêmement complexe. C'est simple. Pour une bonne partie du monde, son nom est synonyme de destruction. Mais aller en Mongolie, et là-bas, c'est le père de la nation, un héros absolu. Comment est-ce possible qu'un seul homme puisse représenter des choses si radicalement opposées? C'est vraiment ça, le cœur du problème de son héritage. Et c'est là qu'on arrive au plus grand des paradoxes. Toutes ces conquêtes d'une violence extrême ont donné naissance à ce qu'on appelle la Pax Mongolica, la paix mongole. Une fois l'empire établi, il y a eu une période de stabilité incroyable. Une zone immense et sécurisée où le commerce, les technologies, les idées, tout ça a pu circuler comme jamais auparavant, notamment sur la fameuse route de la soie. Et cette vision à double tranchant, elle existe encore aujourd'hui. En Mongolie, c'est simple, c'est le héros national. En Chine, il est aussi vu de manière positive, comme l'ancêtre d'une grande dynastie, les Yuan. Par contre, dans une bonne partie du Moyen-Orient, en Iran ou en Irak par exemple, son nom reste associé à l'envahisseur, au destructeur. Au final, son héritage, c'est une étude de la contradiction. Conquérant? Oui. Unificateur? Aussi. Tyran? Visionnaire? Probablement un peu de tout ça. Gengis Khan nous force à nous poser une question fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire construire un empire? Et surtout, quel est le prix à payer pour ce qu'on appelle parfois le progrès?